de rentrée aujourd'hui où on va évoquer avec nos auteurs invités l'école. Et oui, déjà l'école au cœur de nos romans, l'école formatrice de nos plumes, l'école qui nous a donné envie de culture, de bons mots et de grands auteurs, l'école qui forme et l'école qui informe. Alors autour de moi aujourd'hui dans cette émission, deux auteurs qui ont rejoint récemment Rencontre des auteurs francophones, Florence Kim, qui vit, écrit et enseigne sur les îles Canaries, Jean-Michel Wablé, qui connaît très bien les dessous de l'école et qui est à l'origine de nombreux ouvrages philosophiques, on en parlera. Claudia Rizet, de Nouvelle-Calédonie, qui a posé ses valises cette année à Montréal. Claudia, qui dirige la branche Nouvelle-Calédonie du réseau. Mona Azam, professeur de lettres modernes, c'est marqué d'ailleurs, professeur de français, basé à Montpellier, qui dirige l'antenne française de rencontre des auteurs francophones. Valérie Valivarval, qui est ambassadrice de la gastronomie française dans le monde, auteur et notre ambassadrice pour la région centre et pour le Mexique également. Là aussi, un grand saut de continent. Elisabeth Simon, qui écrit pour la jeunesse et qui vit dans la région niçoise. Et enfin, Christine Hainaut, du côté de Montpellier, qui écrit et qui pédale à l'année pour la lutte contre le cancer. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur la plateforme pour découvrir les fiches des auteurs, leur biographie et leur bibliographie. On est parti. Alors, une émission avec plus d'invités que d'habitude, mais le sujet est dense et mérite qu'on s'y attarde avec des regards différents. J'aimerais commencer par les auteurs qui mettent l'école au cœur de leur écriture. C'est le cas pour Mona. Bonjour Mona. Bonjour Sandrine, Alors, bonjour tout le monde. Mona, Bonjour. on va parler de deux livres essentiellement qui sont Amine et Nomade, même si vous avez signé plus de 10 ouvrages. Dans Amine, on vit avec émotion le travail, l'abnégation d'une enseignante pour sortir de la détresse d'un élève africain fraîchement débarqué en France. Est-ce que ce livre, c'est avant tout un hommage aux professeurs du monde? C'est un hommage, je dirais, avant tout à l'école, avec un E majuscule. Euh, un hommage à ces enseignants dont je fais partie également. Hein. Ce n'est un secret pour personne. Un hommage à toutes ces personnes qui s'attachent à transmettre, parce que c'est essentiellement la définition du métier d'enseignant. C'est la transmission, non pas seulement de savoir, mais de savoir-faire, de savoir-être, et surtout de ces valeurs auxquelles nous sommes attachés en tant qu'humains, avant tout, et cette chance inouïe aussi qu'on a en France et qu'on oublie souvent de mettre en avant, c'est l'école pour tous. Et l'école qui est à destination de tous et qui est là aussi pour les porter tous, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs difficultés, et sans en laisser un seul de côté. Une classe sans cancre, ça n'existe pas, mais par expérience, c'est le cancre qui a le plus de choses à nous dire et le plus de choses à nous apprendre, parce que derrière le cancre, il y a une histoire de vie, il y a des partages. Et Amine, justement, c'est ce roman qui dit la transmission, la main tendue, hein, Maya, le professeur de français du petit Amine, justement, certes, elle fait son métier, qui est d'aller vers cet enfant, mais elle y met tellement de cœur que finalement, c'est une mission. C'était un peu le message que je voulais transmettre avec Amine et dévier un peu ce discours qui est malheureusement ces dernières années devenu très négatif à l'encontre des enseignants qui sont des feignants, qui travaillent pas assez, qui sont tout le temps en vacances. Oui, peut-être qu'ils ont des vacances, mais leur métier est aussi un métier essentiel. C'est le fondement, je dirais, d'une nation. Alors, j'allais vous demander, Mona, est-ce que justement vous parlez de l'école qu'on voit un peu différemment aujourd'hui, et c'est vrai, est-ce qu'une histoire comme Amine existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle est susceptible d'exister dans l'école de la République aujourd'hui? Ça veut dire que aujourd'hui comme on a l'impression de l'extérieur encore une fois de ghettoisation des écoles où les élèves se retrouvent malheureusement parfois pas dans une diversité encourageante. Est-ce que Amine existe encore aujourd'hui? Amine existe encore aujourd'hui plus que jamais, avec cette différence près qu'entre-temps, il y a eu tout ce cycle de Covid, de confinement,
de frustration et en plus des petits Amines qui souffrent de leurs différences et du regard des autres, la société aussi les met quelque part au banc. Hein, les récents événements auxquels on a assisté, hein, avec une violence inouïe qu'on ne peut que déplorer. Pourtant, on les avait sentis venir, nous, enseignants. Hein, je me souviens encore vous avoir dit, Sandrine, que par moment, en classe, j'avais l'impression qu'on avait une véritable cocotte minute et que le jour où ça exploserait, ça allait faire très mal. On a réduit la mixité, il faut dire les choses comme elles sont. La carte scolaire est venue quelque part renforcer cette... Je n'aime pas le terme ghetto parce qu'il est très Et réducteur, c'est vrai. mais elle est devenue, l'école est devenue le prolongement d'un quartier. Mm. Et donc, je ne vois pas vraiment aujourd'hui, malheureusement, l'égalité des chances. Et c'est à nous, enseignants, qu'incombe cette tâche devenue très lourde. Hein. Moi, des fois, je me sens comme Sisyphe. Hein. Je suis tout le temps là à essayer, à ne jamais désespérer. Mais à un moment, faudrait peut-être qu'on se mette à notre place plutôt que nous cibler et nous critiquer à tout venant, parce que moi, je défie hein, quiconque de venir en classe une journée. Je suis d'accord. Je vous l'avais déjà dit dans Ulysse a dit, même chose pour Amine. Pour moi, il y a un discours politique dans vos livres, un discours social. Là, c'est quoi? C'est la volonté de remettre l'école au cœur de l'éducation, au cœur de l'insertion, le besoin de se préoccuper des élèves. Et on a entendu récemment des histoires où les principales avaient un peu démissionné face à des problèmes de l'école. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la volonté de dire, nous enseignants, on a une véritable mission. Il faut reprendre les choses en main. On est capable de reprendre les choses en main. Sandrine, si on regarde de très près, c'est nous qui bâtissons le citoyen de demain. Mais faute de moyens, on peut pas seul agir. Individuellement, on peut pas dire tel enseignant va porter ses élèves et l'autre en face n'a pas les moyens pour le porter. C'est un effort collectif, c'est un effort que toute la société devrait fournir. On le sait, hein, les parents démissionnaires, la société qui a changé, toutes ces mutations, ces fractures psychologiques, sociales, font qu'aujourd'hui, il est temps, je pense, de se dire que c'est le premier point. C'est capital, l'école. C'est par la culture qu'on vaincra le terrorisme, tous les mots en isme que je déteste hein, et que je combats toute ma vie, tous les extrémismes, c'est la culture, encore une fois, et la culture pour tous, et de remettre une véritable égalité des chances. Elle y est Ah, pas. Elle y alors, est pas. Jean-Michel, c'est un discours qui doit vous parler, bien évidemment, puisque l'école est au cœur, a été cœur de votre vie professionnelle, mais aussi au cœur de votre travail d'écriture. En deux mots, une vingtaine d'articles publiés dans des revues pédagogiques, deux ouvrages sur l'école, une école pour chacun et Libérons l'avenir de l'école. Vous avez été un témoin toute votre carrière de l'éducation. Alors, ma première question, c'est pourquoi vous vous êtes lancé dans l'écriture sur ce sujet qui vous touche de près? Là aussi, comme Mona, il y a besoin de dire des choses. Oui, absolument. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'expérience de l'injustice scolaire, puisque j'ai été scolarisé dans des établissements, dans des écoles qui offraient peu de mixité sociale, qui étaient avec des familles très pauvres. Et donc, quand j'ai été instituteur, c'était pour réparer ces injustices. Et j'ai eu le sentiment que on se heurtait à énormément d'obstacles. Et donc, je suis devenu inspecteur d'éducation nationale, quand j'ai travaillé parallèlement une réflexion sur comment rendre l'école plus juste. Et je suis entièrement d'accord avec Mona pour dire que les enseignants font preuve d'un véritable engagement. Peggy a honoré les enseignants en qualifiant non pas les enseignants, mais les élèves maîtres de Hussards Noirs de la République. Donc les enseignants sont des pionniers, effectivement, mais les pionniers du début du XXe siècle se heurtent aujourd'hui, effectivement, à des difficultés
qui ne sont pas visibles par les politiques. Je dirais tout simplement les politiques en général. C'est-à-dire que, par exemple, les inégalités qui existent à l'école, la solution pour un certain nombre de politiques, c'est de parler d'uniformiser, c'est-à-dire de rétablir ou d'établir un uniforme, parce qu'il n'y a jamais eu d'uniforme à l'école, mais on veut avoir une apparence d'égalité, mais le fond est toujours là, le fond d'inégalité et d'injustice. Et je crois que c'est extrêmement sensible pour situer les choses, pas dans toutes les écoles. C'est-à-dire que l'école alsacienne à Paris, par exemple, n'offre pas évidemment ce panel d'injustice, mais les écoles de faubourg, les écoles que fréquentait Peggy dans les faubourgs d'Orléans, les écoles l'école qu'a fréquenté Camus dans les faubourgs d'Alger, ces écoles qui offraient une certaine mixité sociale, puisque Camus nous dit qu'il y avait des communautés extrêmement différentes dans son école, des Arabes, des Italiens, des Espagnols, des Juifs, tout le monde se côtoyait. Aujourd'hui, dans les écoles de faubourg, on a 95% à peu près des élèves qui sont issus de milieux extrêmement défavorisés et qui souffrent de carences éducatives assez considérables, puisque la pauvreté, c'est le cumul de toutes les difficultés, y compris des difficultés éducatives, avec souvent une mère seule qui élève plusieurs enfants, avec des revenus extrêmement modestes. Et donc l'école doit faire face à toutes ces difficultés et en même temps, l'école n'offre plus cette perspective qu'elle offrait du temps de Camus ou du temps de Peggy ou du temps de Bachelard, c'est-à-dire pouvoir sortir de la classe ouvrière, pouvoir sortir de la misère, pouvoir sortir de la pauvreté, puisque aujourd'hui, quand on sort de l'école, même avec des diplômes, eh bien, on n'a pas accès forcément à des réussites et on ne sort pas forcément de la pauvreté. Et donc, du coup, la relation qui était très forte entre l'école et puis les familles, les relations de confiance, ces relations aujourd'hui sont troublées parce que, d'une part, les parents perdent confiance dans leur vocation éducative et les enseignants se heurtent à tous les problèmes sociaux auxquels ils doivent faire face et sans que les conditions d'enseignement n'aient été modifiées. C'est-à-dire que moi, quand j'étais instituteur il y a 48 ans, j'avais 33 élèves dans ma classe. Aujourd'hui, on a encore des classes avec 33 élèves. Et pourtant, les élèves, en 50 ans, ont complètement changé, et particulièrement les élèves des faubourgs, et on ne prend pas en compte ces réalités. Et je crois que l'autre malaise profond, c'est que on ne laisse plus beaucoup d'initiatives aux enseignants, qui sont pourtant des pionniers, qui ont des idéaux, et tout descend de plus en plus, de manière très lourde, dans un système extrêmement centralisé, et ça tue véritablement les initiatives et puis la formation, évidemment, la formation des enseignants aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ans. Alors, ce qui n'est plus ce qui était, c'est effectivement ce que vous décrivez, parce que alors moi qui suis une enfant de l'école de la République, dans un quartier qui serait certainement en ZEP aujourd'hui, qui a même été un lycée autogéré à un moment donné, il y a quand même eu dans mon école Patrick Bruel, Valérie Zetoun, Mathieu Higelin. Donc voilà, c'était pourtant une diversité extrême dans mon lycée, avec des couches sociales extrêmement basses, puisqu'on était entouré d'HLM parisiens. Et pourtant, quand je revois aujourd'hui ces élèves, même issus de la diversité, qui vivaient parfois à 8 ou 9 dans un 20 mètres carrés, ben, la plupart se sont bien sortis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était une autre époque, Sandrine. Pourquoi c'était une autre époque? C'était une autre époque parce qu'il y avait encore beaucoup d'ouverture possible. Ce que disait tout à l'heure Jean-Michel. Jean-Michel, excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Ce qu'il disait est très juste, c'est qu'en fait, même ces jeunes à qui on donne la chance justement de se distinguer, de se construire une vie, faut être objectif et réaliste. Ils sont
très souvent rejetés par la suite, de par leur nom, de par leur quartier d'origine. Une simple adresse suffit des fois et toutes les chances sont noyées. C'est un problème de société, Sandrine. La société a changé. On, on est entouré de murailles, en fait, qui se dressent les unes après les autres sur ce long parcours du combattant que connaît un gamin qui, disons le mot, hein, pourquoi se cacher, qui est issu de l'immigration. Euh, c'est pas simple. C'est pas simple. Et les politiques, oui, alors oui, l'uniforme, l'habit ne fait pas le moine. Hein, de toute façon, l'uniforme, c'est peut-être aussi, je sais pas moi, l'objectif de cet uniforme, ça ne va pas résoudre des problèmes. Bien au contraire, puisque quelque part, pour moi, moi qui ai porté l'uniforme, hein, moi qui ai fait ma scolarité dans une école dans la brousse africaine, j'avais l'uniforme évidemment, mais je ne vois pas l'intérêt d'un uniforme si ce n'est peut-être un prolongement de cette volonté d'uniformiser aussi les esprits et de les formater. Alors, pour vivre aux États-Unis, où les élèves portent un uniforme, hein, la différenciation, elle se fait avec les accessoires, hein, les chaussures, les sacs. Donc, il restera toujours la petite touche qui différenciera l'un et l'autre et qui donnera envie à l'un d'avoir la même chose que l'autre. Jean-Michel, vous êtes également auteur de biographies d'écrivains ou de philosophes, comme Albert Camus. On parlera d'Albert Camus, bien évidemment, très bientôt, ou de Gaston Bachelard, avec un regard passionnant sur l'inversion des destins de ces enfants nés pauvres qui, grâce à l'école, ont eu un autre destin. Alors, je n'ose même plus poser la question après vous avoir entendu, mais est-ce que malgré tout, cette chance, elle existe encore aujourd'hui? Oui, non, mais cette chance, elle existe sous la forme des exceptions consolantes. C'est-à-dire que les exceptions donnent peut-être l'impression parfois que notre école républicaine fonctionne toujours, elle n'a jamais vraiment, véritablement d'ailleurs, fonctionné de manière républicaine, c'est-à-dire elle n'a jamais assuré l'égalité à tous des chances. C'est un idéal, c'est reste un idéal, mais ces exceptions sont toujours possibles. La dernière exception en date, c'est Édouard Louis ou Eddie Bellegueule, hein, qui a un parcours absolument extraordinaire, mais ces exceptions sont minimes et représentent peu de choses par rapport à cette masse d'élèves qui pourraient bénéficier davantage de justice. Alors, c'est vrai que moi, j'ai travaillé après avoir tenté d'imaginer une école plus juste, plus équitable, une école où ne sévit pas la concurrence avec des évaluations incessantes et de la compétition permanente, une école un peu plus solidaire. Après avoir travaillé là-dessus, je me suis demandé comment ces enfants qui étaient pauvres, comme Gaston Bachelard, hein, qui était fils d'ouvrier cordonnier, comment Albert Camus, qui était fils d'une femme de ménage et d'un ouvrier agricole, comment analphabète, hein, cumulant toutes les difficultés avec le handicap, comment Peggy également, hein, Peggy qui est le fils d'une empailleuse de chaises et d'un menuisier, comment ces gens-là ont pu inverser le cours de leur destin à l'école. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que ils ont pu instituer la justice sociale en leur faveur. Et évidemment, on voit tout de suite le rôle déterminant des enseignants, des pionniers. D'ailleurs, c'est Peggy qui dit que les enseignants, enfin, les élèves maîtres sont des hussards noirs de la République. Et cette appellation, qui est une appellation qui honore aujourd'hui l'ensemble des enseignants, puisqu'on a élargi la notion, montre bien que ce sont des acteurs clés. Et pour Bachelard, c'est Arthur Bureau, qui fut son directeur d'école et dont il fut le conseiller municipal quand Arthur Bureau est devenu maire. Pour Camus, c'est Louis Germain, le plus connu, hein, qui est rendu célèbre par Camus. Et pour Peggy, c'est Henri Tonella et c'est surtout Théophile Naudy qui l'a sorti de l'école professionnelle pour le conduire vers le lycée. Donc et ces pionniers, ils ont même donné des cours particuliers gratuits, ils se sont engagés comme beaucoup d'enseignants aujourd'hui s'engagent.
Le problème, c'est que la société, effectivement, de la Troisième République avait une volonté de démocratiser fortement l'école. Or, aujourd'hui, cette volonté existe peut-être dans les termes, dans les mots, mais elle n'existe pas dans les faits. C'est-à-dire que, effectivement, les élèves sont nombreux dans les classes aujourd'hui. Les enseignants du premier degré sont exposés, ils ont beaucoup moins de moyens que dans le second degré, donc ils sont exposés à toutes les difficultés. Et puis, en même temps, le temps scolaire s'est considérablement réduit de 30%, ça faut pas l'oublier. Les programmes scolaires se sont alourdis. La formation des enseignants, qui était de 2 ans pour les instituteurs, est passée aujourd'hui à une formation perlée où les enseignants sont tout de suite devant des classes sans avoir véritablement de formation. Donc, ils ont une formation en cours d'emploi. Et puis, on a effectivement une reconnaissance des enseignants qui est insuffisante aujourd'hui. Ce sont des héros, les enseignants aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et je pense qu'on est tous conscients et qu'on aimerait que nos enseignants soient un peu plus reconnus. Ouais, exactement. Alors, pas seulement financièrement. Oui, et tout n'est pas perdu. Et tout n'est pas perdu. Alors, c'est important de le dire. La preuve, Amine s'en sort grâce à l'école et Adama s'en sort aussi grâce à l'école. Alors on va changer pas de continent, mais changer de pays, parce qu'on va retrouver Florence, qui est aussi enseignante puisqu'elle est maître de conférences aux îles Canaries. Vous dites, Florence, que l'école vous a sauvé de la médiocrité, puisque vous étiez une mauvaise élève. Vous avez été récupéré d'un lycée de seconde zone, que vous appelez seconde zone, et vous avez fini en préparation en Cagne. Donc, vous écrivez que l'école a sauvé votre vie, notamment grâce à un enseignant hors norme, qui est Olivier Reboul. Est-ce que l'éducation, l'accès aux études rend accro? Parce qu'à partir du moment où vous avez franchi ce cap de la réussite, vous avez accumulé les études et les diplômes. Est-ce qu'on se drogue à la culture et à l'éducation? Certainement, certainement. Donc, merci Jean-Michel d'avoir dit tout ce que vous avez dit. Hein, vraiment, je suis à 100% là-dessus. Et je pense que ça arrive aussi à d'autres personnes moins connues, hein, justement, qui ont été sauvées par l'école. L'école, je pense, moi, personnellement, m'a sauvée de la médiocrité, je ne sais pas. La prison, c'est sûr. Parce que quand on a... Oui, parce que on a tous 14 ans, donc ça dépend quels sont à un certain moment les cercles d'amis, ceci, cela, et puis il faut frimer. Je veux dire, même si j'ai un certain âge, à 14 ans, il faut toujours frimer, hein, ça n'a pas changé. Donc, si on peut pas frimer en étant fort en thème, eh bien, je sais pas moi, on va faire des tours en mobilette ou on pique dans les magasins, voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, j'étais très mauvaise et avec tout ce qui allait autour, jusqu'au jour où je suis passée en seconde et j'ai rencontré une prof de français. C'est souvent sur les profs de français que ça tombe, qui était vraiment exceptionnelle. Et puis j'ai quitté mon cercle d'amis. J'ai lu Anouilh, tout Anouilh. Bien sûr, je connaissais les tirades d'Antigone par cœur, etc. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça va changer. Et quelque chose à propos de l'école, je crois que c'est ce qu'on faisait dans le temps, qu'on ne fait plus maintenant, mais que je vais faire cette année. Tant pis, j'aurai des plaintes, mais tant pis, j'assume. Je vais faire une liste de lecture. Et je sais pas, peut-être Mona peut me dire si ça se fait toujours, mais des lectures copiées à la main. Mona, elle triche aussi. Mona, elle rajoute des titres dans ses listes. Moi j'en fais systématiquement. Voilà. Les directives, je les utilise de manière très intelligente, puisque je parviens toujours à glisser Albert Camus, par-ci, Romain Gary par-là, Arthur Rimbaud, enfin tous mes coups de cœur, quoi. Et les auteurs francophones. Parce que la liste de lecture, ce n'est pas vous qui l'a faite? Il y a des directives. Mais, mais moi, je considère que je suis la reine de ma classe, et puis dans ma classe, puisque c'est moi la reine,
Donc, je propose des lectures et vous pouvez même faire mieux. Exiger une bibliothèque dans votre classe, y mettre tous vos petits folios, vos petits livres de poche qui vous encombrent chez vous. Et vous verrez, hein, les jeunes lisent, ils adorent ça. Oui, Il oui. suffit Comme moi, juste de leur mettre un Ils sont livre. un peu moins jeunes, les élèves de oui, Florence. oui, ils sont moins jeunes, mais ils ont la bibliothèque à côté. Mais c'est vrai que j'ai Et eu dans la classe, dans la classe, dans la classe, ça- je vais essayer, mais bon, chez nous, en Espagne, ils font très rapidement des plaintes, hein. Alors, si l'élève lit dans la classe, hein, comme dit Alain, c'est l'élève qui travaille, pas le prof. Et si vient l'inspecteur, ça va se passer mal pour lui. Donc, au contraire, au contraire. à Alors, l'histoire de la liste de lecture. Donc, je voudrais faire justement, je vais faire une liste de lecture avec seulement des œuvres que je considère importantes et copier à la main. Et moi, j'ai fait ça sans savoir pendant 4 ans, les 4 années du collège, là où j'étais vraiment borderline. J'étais obligée tous les septembre, premier cours français, pouf, et tout écrire, tout écrire, tout écrire. Et la seule chose qui était bien, qu'ont fait pour moi mes parents, à part, ne s'occupaient pas de moi, mais au moins, le premier jour de classe, on me disait, t'as eu ta liste? Je dis, ouais. Hop, chez le libraire, et on m'achetait tous les livres, du premier au dernier. Donc, je veux dire, l'école, simplement par ça, par ces livres, c'est-à-dire par la lecture, comme vous disiez, Mona, à transmettre, c'est ce que dit aussi Pénac, qui lui aussi a été mauvais élève, il dit. bien Donc, sûr. on a ça en commun. Chagrin d'école. Voilà, c'est ça. Et donc, dire toute cette lecture, au bout de quelques années, ça a mis du temps, hein, ça a mis du temps, et tout d'un coup, pouf, c'est venu. J'ai commencé à écrire, etc. C'est comme un petit enfant qui ne parle pas et que tout d'un coup, pouf, il fait une phrase. C'est un petit peu ça. Donc, j'ai oublié Alors, un peu votre question, Sandrine. c'est pas grave. C'est pas grave, mais moi, il y a une autre phrase. J'étais partie d'une de vos phrases sur la drogue de la culture. Si on se Ah oui, droguait la culture, puisque vous êtes parti de très bas et finalement, à chaque fois que vous aviez un diplôme, vous en cherchez un autre. Mais moi, il y a une autre phrase qui m'intéresse dans ce que vous m'aviez dit. C'est depuis, j'essaie de comprendre ce que je croyais avoir appris. bien sûr que oui. Elle Bien vous sûr que mène oui, où parce que, cette quête aujourd'hui, ben voilà, Florence? tous ces livres qu'on lit, j'ai lu Camus, que j'ai absolument, si, j'ai lu Les Justes parce que au théâtre, justement, avec cette prof super, on a fait Les Justes, tout ça. J'ai rien compris. Si, bon, la Révolution, tout ça. Ça, c'est bien quand on a 16 ans, 17 ans, c'est génial. Mais j'ai rien compris du tout. Ensuite, j'ai eu ce prof super de sciences de l'éducation, Olivier Robul, à Strasbourg, justement. J'ai compris que c'était vraiment une personne exceptionnelle. Mais je regrette d'être partie sans jamais avoir eu une conversation avec lui, à part un oral d'examen stupide. Mais je veux dire, maintenant, j'essaie de comprendre tout ce que j'ai lu et amassé, parce que peut-être, comme je venais de très loin, chaque fois que je bougeais à la fac, je voulais un papier, hein. Donc, je bouge, pouf, un doc, je bouge, pouf, une licence. Je veux dire, je bougeais pas, il fallait toujours avoir le papier. Mais je sais bien que c'est simplement un papier, c'est rien de plus qu'un papier. Et maintenant, je suis un peu plus calme, ça va mieux, ça va mieux, et je voudrais commencer à comprendre. Et par exemple, je relis justement en ce moment Camus, et je voudrais Peggy, j'avais jamais lu. Je l'ai lu il y a un an. J'avais jamais lu. C'est incroyable. Donc voilà, je Eh ben, pense que il y a un temps pour tout. voilà, il Alors, y a on un va, temps pour apprendre voilà. et après il y a un temps pour Et un temps comprendre. pour comprendre. On va maintenant à Montréal avec Claudia. Claudia, l'éducation est au cœur de votre réflexion. Vous militez pour une école différente, sur un modèle proche de Montessori, si je ne dis pas de bêtises, et vous l'avez exprimé assez longuement dans votre premier ouvrage. Selon vous, l'école classique n'est pas pour tous, et c'est notamment elle n'a pas été pour votre jeune fils. Et de cette réflexion, est née, avant et après d'ailleurs, une mission, qui est votre mission aujourd'hui, qui est une école différente, une école pour tous. Alors, je le disais, vous êtes calédonienne, avec une petite pointe de Kanak, 3%. Et mais ça, on va en parler après. Moi, j'aimerais d'abord avoir votre réflexion sur l'école idéale selon vous et pourquoi l'école classique n'est pas adaptée à tous.
Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Michel. C'est que l'école, comme elle existe aujourd'hui, elle est proposée, elle a 50 ans, justement en faisant des recherches en Nouvelle-Calédonie, avec une des associations que j'ai cofondées. Il n'y a que des enseignants qui ont cofondé cette association, Présence Canac, et il y a des enseignants qui ont 75 ans, 80 ans. Eux ont vu un changement total lorsque l'enseignement national est devenu éducation nationale. Il y a quelque chose qui s'est brillé dans l'esprit des parents. Et pour nous, le désintéressement par rapport à l'école, le fait que les parents ne s'investissent plus même dans l'éducation de leurs enfants, vient de là, on l'a vu. On a vu ce changement, cette vrille. Alors, l'éducation, bon, on met les enfants à l'école, les profs ont s'occuper de l'éducation des enfants. Je pense, et on est non, voilà, les anciens, ils ont 80 ans, hein, 75 ans, me disent, il faut remettre l'enseignement national pour que les choses soient claires, qu'il n'y ait plus ce trouble dans l'esprit de beaucoup de parents, qui sont, voilà, qui ont besoin, eux aussi, qui sont encore des enfants. On a l'école, elle peut. Aujourd'hui, l'humanité, elle a évolué. Forcément, on n'est plus aujourd'hui comme on est. C'est normal. On a accès à beaucoup de connaissances. On a tout un passif, hein, notre histoire familiale, tout ce temps qu'on est. Je crois que beaucoup ne se rendent pas compte qu'encore au début du XXe siècle, il y avait des gens qui ne parlaient pas, qui n'écrivaient pas, qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Il y a encore beaucoup de gens qui ont oublié qu'heureusement qu'il y avait Jules Ferry pour sortir les enfants de l'esclavage professionnel dans les métiers dans lesquels ils étaient. Beaucoup de gens ont oublié ça. Donc il faut, et ça a quoi, 150 ans? Beaucoup de gens ont oublié aussi que déjà au temps de la Commune, des enseignants se battaient pour que il y avait des écoles alternatives au temps de la Commune, hein, voilà, qui se battaient. Louise Michel en faisait partie. Elle faisait partie d'une école où ils enseignaient aux filles les mêmes matières qu'aux garçons. Donc tout ça, c'est neuf, c'est nouveau, mais c'est pas encore. J'ai l'impression que c'est pas encore digéré, que ce manque de connaissances brouille aujourd'hui les cartes complètement. Alors, plus concrètement, selon vous, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Pourquoi, par exemple, opter pour une école différente? Il n'y a pas assez de diversité. Nous, on l'a vu en Nouvelle-Calédonie, on le vit profondément. Il n'y a pas assez de diversité. Avoir rentré tout le monde dans le même moule pour que tout le monde soit conforme à la même chose, c'est pas possible. Et les enseignants comme Mona, moi, j'ai beaucoup d'amis. Cette semaine, on a encore discuté avec une de mes amies qui a sa classe et qui me disait, comme vous, Mona, moi, je fais mon monde, j'ai ma classe et je suis maître à bord de ma classe. Donc, elle a dit, maintenant, je l'organise comme je le sens et en fonction des enfants que j'ai. Je ne peux pas appliquer, surtout depuis la Covid. Alors, elle a des petites classes, elle est en première section de maternelle. Elle a vu ce qui s'est passé pendant la Covid qui était dramatique pour les enfants. Et j'ai une autre qui est directrice, qui gère 2 établissements de Nouvelle-Calédonie, et elle dit pareil, on ne peut pas suivre le programme tel qu'il est demandé, il n'y a pas cette diversité. Je vois tous les enseignants, tous les essais qui sont faits en Nouvelle-Calédonie, on continue, c'est quelque chose qui fait partie de la volonté de la politique, justement, de laisser les enseignants et de redonner cette place-là. L'école devrait être faite par les enseignants. Alors, et non pas par des politiques. Et puis qu'il y ait plus de diversité et permettre aux enseignants, il y a des enseignants, il y a des écoles, les directeurs refusent que des enseignants qui apprécient la pédagogie Montessori s'en servent. Ça n'est pas normal. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on ne devrait plus avoir poser ce genre de questions et admettre que l'humain a évolué. Alors, c'est intéressant, je disais, vous avez fait toute votre vie, à part cette dernière année en Nouvelle-Calédonie. Donc, vous avez 3% de Kanak, mais vous militez pour cette culture locale traditionnelle. C'est très important, ces 3% de Kanak chez vous. Ils représentent 60% de cœur. Là encore, comment l'école de la République gère justement cette culture locale et traditionnelle? Est-ce qu'elle l'intègre? Comment elle le gère au quotidien? Alors, nous, en Nouvelle-Calédonie, malgré tous les efforts qui ont été faits avec l'accord de Nouméa, mais vraiment, on a encore une trop grande majorité de politiques et d'enseignants qui sont dans une posture néocolonialiste. Voilà, qui refusent encore l'apprentissage des langues kanak, qui refusent de reconnaître que le français n'est pas la langue maternelle. Ça, c'est très compliqué.
c'est la République veut absolument. On a souvent l'impression, quand on en discute entre nous, que on en est encore au siècle dernier, quoi, au début du siècle dernier. Donc vous venez en classe, vous vous taisez et vous faites ce qu'on vous dit. Surtout vous, les Kanaks. On a encore quelques années un enseignant à l'Institut des maîtres qui disait à ses élèves, vous savez, qui préparait les enseignants. Ce dont je vous parle, ça remonte à 6 ans. Hein, qui disait encore il y a 6 ans aux maîtres auxiliaires, aux élèves enseignants, vous savez, de toute façon, les Calédoniens, les Caldoches, ils sont un peu cons, et les Kanaks, ils ont la moitié du cerveau qui ne fonctionne pas. C'est quand même quelque chose qui est perpétué depuis, voilà, un ethnologue qui disait que, voilà, au 19e siècle, les Kanaks n'ont la moitié du cerveau qui ne fonctionne pas, mais ce sont des préjugés qui continuent encore. Ce sont des choses que je retrouve ici à Montréal, au Québec, il ne faut pas croire. Hein. Donc la colonisation, elle est encore très forte dans les esprits. À l'inverse, du côté Kanaks, pardon, du côté Kanaks qui ont une connaissance du monde occidental, qui se sentent très à l'aise dans les deux cultures, ne comprennent pas qu'on les dise non, vous ne savez même pas parler français. J'ai beaucoup de jeunes qui écrivent aujourd'hui pour moi, pour l'association, pas pour moi, mais pour l'association. C'est très difficile, qui disent, mais moi, on m'a toujours dit qu'ils sont anthropologues, qu'ils sont chercheurs, qu'ils sont enseignants, à qui on a dit, vous ne savez pas parler ni écrire français. Alors, on quitte la Nouvelle-Calédonie, Montréal, et on se retourne en France avec Vali Marval. Bonjour Vali. Bonjour. Alors, Vali, c'est l'école, et une fois de plus, c'est une enseignante particulière qui a révélé votre amour des mots. Vous écrivez, je reprends votre phrase, à ce moment précis, et vous allez nous expliquer ce que fut ce moment d'ailleurs, je pris conscience que l'écriture avait le pouvoir de connecter les âmes en silence, de donner à l'instant du sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? Alors, contrairement aux autres intervenants, moi, je connais l'école seulement en tant qu'élève et en tant que maman avec des enfants qui vont à l'école. Je n'ai jamais été prof et je n'ai jamais enseigné. Et j'avoue que j'étais aussi une élève, on va dire, légèrement rebelle. Et c'est vrai que je sais que c'est pas très à la mode, la femme ou l'homme providentiel ou la femme mentor ou l'homme mentor, mais le moment précis où tout d'un coup je me suis intéressée à l'école, c'est en effet avec une prof de français. Comme disait Claudia, c'est vrai que c'est souvent les profs de français qui sont là pour faire le déclic. En quatrième, donc en quatrième, on est petit encore, on se croit grand, mais on est petit. Et elle nous avait donné une rédaction à faire sur le voyage qu'on avait fait durant l'été. J'ai écrit une rédaction sur Alexandrie avec un titre pompeux sur ma copie qui était Souvenirs, impressions d'Alexandrie. Et cette professeure m'a appelée à la fin du cours pour me dire que elle avait vraiment vécu un rare moment de nostalgie et de vagabondage savoureux. Ce que je ne savais pas, c'est que cette professeure, Madame Poul, qui, comme son nom l'indique, pas était égyptienne, avait été transportée par ma copie sur Alexandrie. Et un discours s'est engagé avec elle. On a échangé et de rebelle, tout d'un coup, elle a réussi à capter quelque chose en moi. Je crois que j'étais fière aussi d'avoir capté l'attention d'un adulte, enseignant encore plus. Et tout au long des restes quatrième et la suite, c'est vrai que en fait, ça m'a permis de connecter avec les professeurs. Alors, votre professeur était d'Alexandrie. Alors, c'était une époque, Alexandrie, où les gens cultivaient, allaient dans les écoles françaises. Donc, Parler français, oui. Parler français et aller dans les écoles françaises. Donc, j'imagine que c'était le cas de votre enseignante. Est-ce que vous estimez que cela,
ça a plus de valeur quand c'est un étranger qui défend notre langue. Est-ce qu'il y a une espèce d'émotion face à la francophonie du monde? Moi, je sais que quand j'écoute des auteurs, notamment africains, parler avec un français qui est bien plus appréciable que le nôtre parfois, il y a une émotion. Est-ce que vous ressentez aussi ça, que quand un étranger s'empare quelque part de notre langue, il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une espèce de déclic qui fait que on est fiers de connaître des gens qui portent notre langue avec passion? Oui, je crois qu'il y a vraiment quelque chose en plus. Surtout qu'en France, on a tendance à se dire, à ne pas mettre en avant notre langue, à se réduire, à toujours se plaindre. Et c'est vrai que quand ça vient d'un étranger, on a l'impression d'être un joyau et en fait, on a l'impression de briller plus. Et c'est vrai que le retour est encore plus chaleureux. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'exister plus fort du fait que ça vienne d'une personne étrangère. Mais pour revenir au professeur, j'ai bien écouté tous les échanges des intervenants précédents. Moi, ma vision, encore une fois, elle est d'élèves et de mères d'enfants qui vont à l'école. Je crois que le gros problème de l'école actuellement, c'est la connexion avec les nouvelles générations et les professeurs. Parce que cette nouvelle génération, pour avoir une enfant de 15 ans, j'ai vu l'évolution par rapport à mes aînés et cette nouvelle génération, c'est une génération qui ne lit pas, qui n'écrit pas avec les stylos, qui n'écrit qu'avec leur téléphone ou leur tablette et très peu d'ordinateurs, plus aucun d'ordinateur presque. Et c'est une génération qui échange essentiellement avec de l'audio et du visuel. Et quand ils se retrouvent à l'école, en fait, ils se retrouvent assis sur une chaise avec une table, un papier, un crayon, et toute la journée, on leur demande d'écrire avec des feuilles et de lire. Ce qu'ils ne font absolument plus dans tout le reste de leur temps. C'est des générations qui sont nées avec des portables dans les mains et non pas des livres. Moi, ma génération à moi, on était encore une génération qui lisait. Il y en avait certains qui lisaient moins. Les BD sont arrivés et c'est vrai que les BD ont pris un gros poids et je me souviens que les générations plus anciennes nous disaient la BD, ce n'est pas un art, ça ne sert à rien de lire la BD, alors que maintenant, c'est terminé, on reconnaît la BD comme étant un art à part entière. Mais c'est vrai que cette génération-là, elle est dans un autre monde. Et en fait, on continue à leur faire découvrir les livres de la manière comme on le faisait découvrir à une époque où on n'écoutait pas et on ne regardait pas des vidéos. Alors, je voulais juste poser une question aux profs qui sont là. Est-ce que le livre audio, vous l'utilisez? Et est-ce que quelque part, ça vous paraîtrait un médium pour pouvoir ensuite passer au livre papier? Si je peux répondre, non seulement le livre audio, mais le podcast. Oui, le podcast. Je pense que, voilà, c'est ça. Je pense que tous les mômes écoutent des podcasts. Maintenant, il y a des applis qu'on a sur le téléphone où on peut directement s'abonner au podcast qu'on aime. Donc, effectivement, à travers les podcasts, il y a Canal Academy, il y a un tas de sites qui font ou des livres en entier, mais on peut pas demander d'écouter un livre en entier. Je veux dire, même pour moi, c'est quand même lourd de l'écouter, parce qu'après, on ne se rappelle plus, surtout s'il y a beaucoup de personnages, etc. Mais des petites histoires ou des résumés, un truc genre entre 20 et une demi-heure. Oui, absolument. Absolument. Alors là, on est dans un autre débat. Si je peux répondre de manière concise mais rapide, parce à ta question, question. Je dirais deux choses. Heureusement qu'à l'école, ils écrivent encore. Heureusement. Parce que si vous saviez l'effet que ça a sur l'activité cérébrale, ne serait-ce que cet acte d'écrire, c'est une richesse. Et heureusement qu'elle existe encore. Quant au livre, non, le livre, c'est un livre. Il faut découvrir le plaisir de le lire, le plaisir de toucher la page, de la palper. Je fais des livres audio, mais ce sont les élèves qui les lisent. Voilà.
Et là, j'ai la certitude qu'ils ont touché l'objet livre. Gardons ces valeurs qui sont essentielles. Les écrans, ça va durer un temps. Mais le livre, preuve en est, hein, regardez les chiffres de vente en librairie. Le livre se porte très, 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 très bien. Pas le livre audio. Voilà, c'était l'auteur et l'enseignante qui répondaient. Merci Mona. Je suis la première à être pour ça, mais c'était juste pour faire une connexion. On va en Provence. Très vite fait, Montessori reconnaît que l'écriture, se servir à la main, ça développe c'est très important pour le développement cognitif. Venant d'une société où on est en train de travailler pour passer de l'oralité à l'écrit, on le sait au niveau de l'histoire de l'anthropologie, toutes les civilisations ont évolué lorsqu'elles sont passées de l'oral à l'écrit. Moi, je trouve que justement, à cause de ces appareils-là qui ne sont qu'un temps, qui ne sont qu'une mode, il y a une régression et il ne faut pas la permettre. Je voulais simplement dire que Camus disait que l'intérêt de l'école, c'est d'apprendre des choses qu'on n'apprenait pas à la maison. Et effectivement, le dépaysement est formidable. Et ça fait le lien avec Olivier Reboul, qui dit aussi que l'école est un apport extraordinaire par rapport à la vie sociale. Donc, il faut préserver, il ne faut pas que l'école soit entièrement confondue avec l'expérience sociale. Il faut qu'il y ait une inculturation qui s'opère véritablement. Donc, il ne faut peut-être pas trop renoncer, et en particulier aux livres. Merci Valérie. Claudia, on va juste clore, je suis désolée. On n'a plus beaucoup de temps et j'ai plein de questions encore à vous poser. Et j'aimerais qu'on aille du côté de Grasse avec Elisabeth. Elisabeth, vous avez choisi d'écrire pour les enfants parce que vous avez fait le constat qu'il manquait quelque chose. Alors, il manque quoi selon vous? Alors, il y a vraiment plein de choses qui ont été dites et voilà. Et vraiment très intéressant. Alors, on vous a perdu avec le micro, Elisabeth. Elisabeth? Le micro est fermé. Je disais, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Je disais qu'il y a vraiment plein de choses qui ont été dites, vraiment très, très intéressantes. Et avant de répondre à votre question, Sandrine, j'avais envie de dire que les enfants, ils sont pas tous au même niveau. On a des personnalités qui sont différentes. Alors, je vais rejoindre Claudia Rizet qui parlait que l'école pour tous n'était pas adaptée. Et là, je vais parler en tant que maman de 3 enfants à haut potentiel, dont mon premier a souffert parce qu'il n'était pas compris. Mon second, lui, il était hypersensible. Bon, ils ont quand même réussi à faire des études parce que bon, on avait beaucoup d'échanges. Moi avec eux, le papa aussi, et puis le lien avec les professeurs, voilà, et ça c'est important, d'avoir le respect du professeur, et il faut le dire à nos enfants pour que on puisse avancer ensemble. Et puis ensuite, j'ai mon dernier, qui a haut potentiel aussi, qui lui est très scolaire, donc l'école lui allait très bien, voilà. Et j'avais aussi envie de rebondir sur un film sur un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Un enfant sans ombre. Il parle de Cholarel, qui est un enfant rescapé de la Shoah. Et je suis tout émue parce que c'est un homme qui est encore vivant actuellement, qui a 84 ans, et qui a beaucoup œuvré sur l'enfant, qui est un professeur émérité de neuropédiatrie, et qui, par l'amour, parce qu'il a perdu ses parents à l'âge de 5-6 ans, et par l'amour de sa sœur aînée, il a réussi à avoir cette force incroyable que d'œuvrer pour tous ses enfants. Et j'ai envie de rebondir sur mon envie première, ce qui m'anime à moi, c'est d'écrire pour les enfants. Alors pourquoi? Parce que je trouve que l'enfant, c'est le devenir adulte. Et que tout commence dans l'enfance, que ce soit au niveau de l'affectif. L'affectif, on peut le trouver par le biais d'un livre. Un livre, ça doit être un échange entre le parent et l'enfant quand il est petit. Et je vais rejoindre Mona Azam qui disait que l'écriture est importante. La lecture, elle ne s'est jamais bien autant portée. Et c'est vrai, que ce soit pour les jeunes enfants et les adolescents, quand on leur a inculqué cette curiosité,
et d'être avec eux, ça crée une espèce de, comment dirais-je, d'émotions, oui, de rapport humain qu'on peut avoir avec d'abord ses parents et puis après l'enseignant aussi, on peut lui poser un tas de questions s'il sent que vous êtes intéressé, il va être à vos côtés, il va vous guider. Euh, enfin voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire pour les enfants? Pourquoi vous avez estimé qu'il manquait quelque chose dans la littérature jeunesse? Je pense que ça vient de moi. Je me suis toujours sentie illégitime. Je n'ai pas mon bac. J'ai terminé en fin de troisième et j'ai appris, enfin, j'ai commencé à lire très tard quand j'ai commencé à faire du théâtre. Et c'est les rencontres en fait qui ont fait que, et j'étais toujours très attirée par celles et ceux qui pour moi avaient un savoir, qui m'apprenaient. Et j'ai toujours eu cette curiosité. Donc le fait d'écrire pour les enfants, pour moi c'est une recherche, leur mettre une expression d'antan qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Ça peut permettre d'aller chercher sur le dictionnaire. C'est ce que je faisais avec mes garçons. De peur de ne pas savoir. Je leur disais toujours, ou on va regarder dans le dictionnaire, parce que je ne sais pas. Il faut savoir dire, je ne sais pas, on regarde sur le dictionnaire. Voilà. Je pense que c'est ce qui Alors, m'a... à vous entendre, c'était aussi un défi pour vous. Oui, comme une revanche. Une revanche, effectivement, sur ce qui vous a manqué. Oui, ça m'a manqué. Moi, c'est pour ça que j'ai pas l'air toujours naturel. Parce que je me sens toujours de moitié, voilà. Et alors faire partie de votre communauté, pour moi, c'est waouh, c'est grandir. Alors et je sais que le mot est important, c'est voilà. Bah, c'est très joli. Merci beaucoup, en tout cas. Allez, on J'ai envie de dire retourne à plein de choses, Montpellier. mais l'émotion me gagne. On va refaire un En tour de toute classe, façon avec chacun. voilà. Retour à Montpellier avec Christine. Christine, votre fille est tombée malade du cancer à 15 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ce combat, vous l'avez traduit dans un livre fort et émouvant, mais qui n'est jamais pessimiste. C'est votre énergie, votre combat est devenu aujourd'hui celui que vous insufflez à des milliers de parents et des milliers de malades chaque année en parcourant la France à vélo et en allant à la rencontre de tous. Alors, il y a un second livre qui vient de sortir ou qui va sortir incessamment sous peu sur cette mission justement à vélo. Moi, j'aimerais revenir sur la maman qui a dû sortir son enfant de l'école pour la soigner et pour qu'elle poursuive son parcours scolaire à la maison entre deux chimios difficiles. Je sais que vous avez dû combattre souvent la rigidité d'un système qui parfois a été compliqué quand votre fille a voulu passer certains examens, par exemple, l'impossibilité du système en place. Vous vous êtes battu et elle s'est battue parce que pour elle, c'était important d'aller au bout. Oui, merci Sandrine. Donc en fait, moi je suis aussi à l'époque où donc ce livre est une autofiction et comme à l'Éducation nationale, nous avons le devoir de réserve. Moi, quand ma propre fille est tombée malade, j'étais directrice d'école située en REP+. Donc, j'ai pas voulu parler de ce système. C'est pour ça que dans le roman, moi j'ai pas le cancer, Léa est DRH. Et comme Léa, donc en fait, moi je n'ai pas voulu parce que j'estimais que ça n'était pas mon rôle. Mon rôle de maman n'était pas d'enseigner à ma fille, même si j'étais prof. Mon rôle de maman était d'être au plus proche de ma fille, et donc j'ai voulu vraiment que ça soit l'école qui continue la scolarisation de ma fille, à savoir qu'il y a la loi de 2002 sur la scolarisation des élèves en situation de handicap, qui fait que l'on doit inclure les élèves, même en situation de handicap, à l'école. Et donc, ce livre est écrit à une période avant le Covid. Et moi, oui, et c'est important de le dire parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça se déroulerait différemment. Et c'est vrai que je m'étais battue parce que je connaissais le collège dans lequel était scolarisée ma fille. J'y avais moi-même enseigné et je savais qu'il y avait les moyens matériels pour mettre en place la visioconférence. Et ça m'avait été refusé. Et comme tu le dis, Sandrine, ça a été vraiment très difficile au collège de scolariser ma fille. Et heureusement que j'étais dans les rouages internes de l'Éducation nationale, ce
qui me permettait de connaître les ficelles, de savoir par quel biais y aller, de pouvoir dire attention, il y a le SAPAD. Le SAPAD, c'est le service d'enseignement à domicile pour les enfants qui est délégué par l'Éducation nationale. Et moi, on m'envoyait vers le CNED. Et il était hors de question, je voulais qu'elle continue, justement, on parlait de lien social tout à l'heure, d'avoir ce lien social. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la professeure d'éducation physique et sportive, plus une professeure d'anglais, ça a été vraiment des moteurs et des noyaux, des engrenages qui ont permis donc à Victoire ou à Clara, ma fille, d'aller à l'école, mais il y a eu aussi la scolarisation à l'hôpital. Et ce que j'ai envie de dire, parce que moi j'ai quand même, donc je travaillerai plus et j'ai envie de continuer de travailler en REP+. Moi, ce que j'ai vraiment envie de dire aussi, c'est que peut-être qu'il y a des exceptions, mais qu'il y a énormément d'enseignants qui se motivent et qui se bougent énormément et qui font sortir les élèves de leurs conditions. Moi, la première, je suis fille d'ouvrière et quelle émotion ça a été de dédicacer ce livre sur le muret de l'école de mon enfance, pour laquelle j'étais allée donc à vélo. Et moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est aussi une question de personne et que dans un deuxième temps, quand ma fille était au lycée, et ben en fait là, on est tombé avec une équipe pédagogique incroyable qui était booster. Et on voit aussi dans le roman où j'ai récupéré exactement le texte du professeur d'anglais qui l'avait suivi. Et quand Léa accompagne sa fille Victoire, donc quand j'accompagne ma fille Clara au résultat du bac, eh bien, je vais remercier le professeur d'anglais qui, dès la 3e, lui faisait des cours en visioconférence gratuitement, sans vouloir le paiement du SAPAD. Et il me dit, Christine, ça n'est pas toi qui dois me remercier, mais c'est moi qui dois te remercier pour m'avoir fait changer ma vision des choses sur l'apprentissage de l'école. Je ne pensais jamais que ta fille réussirait, mais j'ai voulu t'accompagner parce que vous me faisiez de la peine. Et en fait, tu m'as donné un vrai coup de pied aux fesses et tu m'as vraiment boosté. J'ai pris une claque. Et oui, quel que soit ce que vit un enfant, il peut réussir. Et pour la petite histoire, parce qu'au début, même des collègues professeurs, j'étais enseignante quand même, enfin, je le suis toujours, mais qui me disaient, Christine, enfin, quand même, t'es dans le déni, quoi. Enfin, ta fille, elle est malade, laisse-la se reposer, on verra après. Moi, je reste convaincue que l'école est un ascenseur social, que c'est un vrai booster, qu'elle peut nous porter, qu'elle en a porté plein d'autres avant nous et qu'elle en portera encore. Et aujourd'hui, Victoire, donc Clara, a eu son master 2, n'a jamais redoublé malgré une maladie hyper invaliditante. Et ce bouquin, je l'ai proposé sur le rail des colibris à une jeune fille qui m'a dit j'aime pas lire. Je dis ouais, mais quand même, tu sais, non, mais j'aime pas lire, je le lirai pas. Sa maman l'avait acheté, hein. Et je l'ai retrouvé un an après. Et il y a une belle jeune fille qui vient me voir sur le rail des colibris et qui me dit vous me reconnaissez? Donc je ne la reconnaissais pas. Qu'après elle me dit mais si maman a acheté le livre. Ah, je dis mais c'est toi qui n'aimes pas lire. Elle dit oui. Je dis alors parce que je lui avais dit écoute tu lis 3 pages. Si au bout de 3 pages tu t'ennuies, tu me le dis parce que moi ce que je veux c'est que mes livres soient addictifs et qu'on aime les lire. Mais si c'est pas bien fait, ben c'est à toi de me dire comment je dois faire. Et elle me dit bah, écoutez je l'ai lu en une semaine. Il est trop beau. Je l'ai présenté au brevet des collèges. J'ai eu 16 sur 20. Et ce qui est énorme, c'est que l'année dernière, j'étais en conférence masterclass dans l'école de son enfance, masterclass écriture avec les élèves. Et elle vient me voir, elle vient à la conférence, parce qu'on a tous une histoire à raconter. Elle accompagne à l'école la masterclass du travail de l'écrivaine à la production d'écrits en cycle 3. Et elle me dit, vous savez, c'est mon anniversaire la semaine prochaine et j'ai acheté des livres. J'ai commandé des livres à toute ma famille. Et donc, moi, j'ai envie de dire, l'école, les livres, la culture sont des ascenseurs sociaux. On a énormément de personnel hyper impliqué, hyper motivé. Effectivement, on a le moule de l'éducation nationale. Mais moi, maintenant, je suis remplaçante. Je ne suis plus directrice d'école. Je suis professeure d'école remplaçante. Donc, je tourne dans énormément de classes. Des classes où il y a aussi des enseignants qui font du Montessori ou qui n'en font pas. Mais on voit vraiment des gens motivés, en tout cas dans les écoles où je passe, pour faire avancer les élèves. Et je vais terminer avec cette petite anecdote qui est adorable. C'était un des derniers jours de l'école là à Montpellier fin juin.
Donc j'étais dans une école remplaçante, donc en REP+, à la Payade, et il y a un élève qui vient. C'était un ancien élève qui était venu dire bonjour au directeur, et il était en 3e école d'ingénieur. Donc moi, j'ai moi-même corrigé l'année dernière un mémoire d'ingénieur d'une de mes élèves que j'avais eu en CM1, CM2. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais je pense qu'on a tous et toutes, et que ça restera cet enseignant pépite qui fait le déclencheur. J'ose espérer que je l'ai été pour certains ou certaines, et tous les enseignants qui sont ici dans cette conférence, je pense qu'ils forcément à un moment seront moteurs pour certains ou certaines, et ça c'est super. Alors moi j'ai une petite anecdote aussi puisque je faisais un événement de rencontre des auteurs francophones à Miami l'an passé et il y a une américaine d'un certain âge qui est venue me voir et qui m'a dit avec un accent très fort, voilà, j'aimerais dire quelque chose en français, mais bon, je n'ai pas pratiqué le français depuis extrêmement longtemps, qu'est-ce que vous me proposez? Alors c'était un peu compliqué et elle me dit dans la conversation que sa petite fille traverse une période difficile puisqu'elle a un cancer. Et alors, je lui ai dit, alors j'ai un livre pour vous. J'ai un livre plein d'espoir, plein d'optimisme, mais avec une vision de bataille. Mais chaque page, il y a un petit bout pour aller au-delà. Et donc, elle est venue me voir un an après, puisque j'ai refait cet événement. D'accord. Elle m'a dit qu'effectivement, ce livre avait été fabuleux, qu'elle avait mis du temps à lire parce qu'il est épais et qu'elle lisait pas. Mais elle a pris ce livre, effectivement, qui l'a aidé à encourager sa petite fille dans son combat. Moi, j'ai une question, Christine, parce que vous m'avez parlé donc de tout ce qu'il y a, de tous ceux qui ont porté votre fille dans sa volonté de faire ses études presque normalement, en tout cas du mieux possible. Est-ce que vous pensez que c'est aussi grâce à ça, grâce au fait qu'elle n'a pas été désocialisée, qu'elle a pu se sortir de sa maladie? Est-ce que ça a pu aider? Alors, je ne sais pas si ça a aidé à sortir de la maladie, l'école, mais en tout cas, ça l'a aidé à être comme les autres. Et la difficulté quand on est face à un enfant malade, face à un enfant qui est différent, c'est de se sentir différent. Et c'est qu'on ne le traite pas comme les autres. Et moi, ce que je pense vraiment, c'est que l'école a été un booster. Ça veut dire que moi, j'ai connu l'hôpital, d'ailleurs, j'en parle aussi dans le livre, des enfants qui n'ont pas continué à aller à l'école parce que les parents ne savaient pas faire, des chefs d'établissement qui ont empêché à des enfants qui avaient le cancer de passer le bac parce qu'ils leur ont dit, vous repasserez le bac quand vous serez guéri. Moi, ça me fait bondir. C'est juste inacceptable. Donc, aujourd'hui, on a eu un grand article national dans le magazine de la Ligue contre le cancer sur les aidants l'année dernière et j'étais très émue parce que c'est pas forcément des sujets avec lesquels on discute avec ma fille, mais on avait été interviewé alternativement donc par la journaliste de la Ligue contre le cancer et Clara, elle a dit merci à ma mère de m'avoir boostée pour ma scolarisation, de m'avoir accompagnée parce que c'est grâce à elle si je suis ce que je suis aujourd'hui, que j'ai mon master 2. Et je reviens dessus parce que, effectivement, c'était déjà une bonne élève. Effectivement, elle avait une mère prof. Mais quand même, malgré ça, il a fallu que je sois, à un moment, je le dis là dans le bouquin, je voulais une réunion, j'avais prélevé une page si jamais tu voulais que je lise un extrait, mais j'ai dû menacer et comme je connaissais la loi, j'ai pu menacer. Bien sûr. Sinon, on m'envoyait promener. Donc, la loi n'est pas... Et il y a des parents beaucoup de parents qui m'ont dit, je crois que c'est la page 282, merci pour la page 282 qui parle des équipes éducatives. Ces équipes éducatives pour les enfants en situation de handicap, où il y a 12 personnes là comme ça qui vous regardent et qui ne vous parlent que des difficultés de votre enfant. Et moi, quand j'étais directrice, je disais toujours à mes collègues, je dis, on commence par tout ce qui va bien. On dit que ça va, on dit que ça va. Je dis, oui, mais on est là pour parler des problèmes. Mais oui, on le sait. Les parents le savent qu'il y a un problème. Les élèves le savent. Nous, on va d'abord dire tout ce qui va. Et dans un bouquin, et vos enfants n'aimeront pas l'école de je ne sais plus qui d'ailleurs, là j'ai un trou de mémoire, et vos enfants n'aimeront pas l'école, le médecin le dit bien, tous les enfants veulent réussir. Je parle aussi, moi j'avais fait mon mémoire là-dessus, sur les 7 intelligences d'Howard Gardner. On a une école qui est très centrée français-maths, mais on a des tas d'intelligences qui sont énormes. Et j'ai une amie là qui a son fils qui est devenu youtubeur, influenceur,
qui gagne ce que moi je gagne en un mois, lui il gagne en une demi-journée. C'était à l'école, enfin, c'est ma meilleure amie d'Ardèche, elle m'a dit, mais terrible. C'était terrible ce qu'elle vivait. Et pourtant, aujourd'hui, il réussit énormément parce qu'il est allé chercher ses qualités là où elles étaient. Et je pense que l'école doit aussi aller chercher les qualités des élèves là où elles sont, être beaucoup plus large comme ils le font en Belgique. Moi, j'habitais à la frontière belge avant et beaucoup d'élèves français, dès le CM2, se retrouvaient à l'école en Belgique parce qu'on met beaucoup en avant leur capacité, quelle qu'elle soit. Moi, je suis bon, effectivement, j'adore lire, j'écris. Et oui, et moi, je suis en admiration devant un électricien. Je suis en admiration parce que c'est aussi le cas en France. Je suis désolée. C'est pas contradictoire. En France, on a toujours mis, ça fait 25 ans que je fais ce métier, on a toujours mis en avant les compétences des élèves. Je vois pas la maman qui parle, qui a quand même connu les deux éducations. J'ai 3 enfants aussi, Sandrine, hein, qui mais les systèmes ont avancé dans leurs études. Ouais, mais on a quand même... Je suis très touchée par le témoignage de Chrissy, mais je me permets justement de remettre sur le tapis la question de l'égalité. Comme elle l'a si bien dit, elle était du milieu, elle connaissait les lois, elle connaissait les rouages. Combien de gamins n'ont pas cette chance aujourd'hui? Bien sûr. On est dans l'inégalité. Je rappelle qu'Albert Camus lui-même a refusé. On lui a refusé de présenter l'agrégation parce qu'il était malade et qu'il souffrait de tuberculose. Il n'a pas eu le droit. On est dans un système qui a toujours été quelque part inégalitaire. Et qui moi, j'aimerais revenir à Florence. Florence m'a envoyé une liste de penseurs idéaux, penseurs de l'école idéale plutôt. Et dans votre liste, il y a très peu de Français. Alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire chez nous pour vous? Bon, je crois que c'est simplement un hasard de mes découvertes et de mes lectures. Hein. Pour moi, il y avait 2 écoles. Il y a une école Mérieux, une école Alain. Voilà. Et donc, Mérieux a changé d'avis d'ailleurs. Mais moi, je suis plutôt pour l'école Alain, c'est-à-dire on laisse la vie. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que vous disiez, non, quand je parlais du podcast. Ici, je peux pas tout expliquer. Hein, le format est quand même, faut être un peu bref. C'est justement dans un de ces livres là, l'américain José Boven, qui parle de l'école nue, non, l'enseignement nu. Nu pourquoi? Parce que c'est le prof avec son tableau, sa craie ou je sais pas quoi, et c'est tout. Et c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup toutes les technologies parce qu'on ne peut pas, moi je suis à l'université, je peux pas dire à mes étudiants de pas utiliser le téléphone ou la tablette. Je ne peux pas. Ce sont des adultes, je n'ai pas le droit. Donc, mais je peux leur faire comprendre. Je peux leur dire que dans la Silicon Valley, les gens les plus riches vont dans des écoles où il y a des dictionnaires qui pèsent 15 kilos. Voilà, ça je peux dire. Et donc, justement, c'est ça. L'école, je vois justement, et ça m'a fait plaisir de voir des gens comme ce José Boven qui parle de l'école nue, c'est-à-dire il revient un petit peu à l'école de Alain, l'école de Freinet. Hein, on lui avait son imprimante, enfin dans son imprimerie, pas son imprimante, mais les gens faisaient quelque chose avec leurs mains. Les gens font quelque chose. Donc, mais bon, c'est comme toi, Sandrine, je suis désolée, je m'embarque et j'oublie toujours la question. Non, mais c'est pas grave. J'ai eu quand même mes penseurs et mes noms. Tout va bien. Voilà. Claudia, dans vos réflexions d'enfant, pour vous, un écrivain, c'était un être exceptionnel, inaccessible, une espèce de dieu des mots. C'est souvent le syndrome de l'imposture qu'ont certains auteurs qui ne vivent pas de leur plume. Vous avez dépassé, vous, ça? Eh bien, je viens de le dépasser. Mais c'est incroyable parce que quand les choses doivent se décanter, mais vous le savez, Sandrine, quand on s'est rencontrés, je vous ai dit, moi, ma vie, je vais vraiment commencer à m'amuser à 50 ans. La vie, pour moi, va commencer à 50 ans. Je vais vers les 60 et je me régale. Maintenant, je m'occupe de moi. Non, mais vraiment, je l'ai dépassé. Je viens de faire un travail très intéressant avec 2 thérapeutes à ce sujet-là. Et aujourd'hui, je suis très contente d'écrire. J'ai confiance en mon écriture.
En même temps, je m'entraîne depuis l'âge de 7 ans, hein. L'écriture, on le sait, c'est un entraînement, c'est comme la gymnastique, les assouplissements. J'ai toujours le bled à côté de moi. J'adore le bled. J'ai toujours adoré le bled. Et quand j'ai des auteurs que j'accompagne aujourd'hui ou encore des élèves que j'accompagne aujourd'hui qui ont des difficultés, je leur dis prenez le bled. Mon fils qui est autiste Asperger écrit parfaitement le français grâce au bled. Parce que dans l'esprit, c'est vraiment, quand on est Asperger, c'est génial, c'est mécanique, c'est mathématique, c'est parfait. Ça correspond bien. Non, non, moi, je me sens bien, j'ai eu de la chance. Mine de rien, les 2 rencontres d'enseignants, elles sont toujours restées dans ma mémoire et cette mémoire s'est réveillée, ça me fait du bien. Je l'accepte aujourd'hui, c'était complètement des enseignants. Ce premier enseignant qui avait adoré que j'aille vers la digression en faisant ma rédaction en disant je. À l'époque, c'était dans les années 75, 80, on ne disait pas je dans les rédactions, ça ne se faisait pas. Et puis ensuite, mon professeur, Monsieur Griselli, qui rêvait qu'il y ait des classes à thème unique. Lui qui avait, il enseignait encore à 80 ans, parce qu'il n'y avait pas assez d'enseignants en UMEA à l'époque. Et il disait, moi, je rêve aujourd'hui d'avoir des classes à thème. Si les enfants sont bons en maths, laissons-les faire des maths. S'ils sont bons en histoire, laissons-les apprendre l'histoire. S'ils aiment la musique, qu'ils ne fassent que ça. S'ils aiment écrire, qu'ils ne fassent que ça. Donc voilà. Elisabeth, vous, c'est à l'école que vous avez compris que la lecture vous permettait de vivre des destins qui ne vous appartenaient pas. Alors, cette espèce de fenêtre vers la fiction, c'était une fenêtre vers la liberté pour vous? C'est quelque part un échappatoire de nos vies astreignantes, de nos vies professionnelles qui sont pas toujours très drôles? Oui, oui, je crois en effet que vous m'avez bien cerné. C'est-à-dire que je pense que toute petite, pour moi, ça a été un exutoire. C'est-à-dire que j'avais peut-être envie d'être quelqu'un d'autre ou peut-être dans un autre milieu, à tort peut-être, puisque en prenant de l'âge, on apprend à accepter nos parents, c'est ce qu'ils sont. Mais oui, c'est ça, c'est vivre des émotions qui sont pas forcément les nôtres. Et que ensuite j'ai appris au théâtre avec Julien Berthaud, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, qui était un ex-sociétaire de l'Académie française. Alors là, pour le coup, il m'a permis de m'envoler. Bon, je m'envole aussi un petit clin d'œil encore à Mona, je suis désolée, avec sa poésie, voilà, la dernière en date là. Donc j'ai vraiment l'impression d'être comme une brume au-dessus d'un champ de coquelicots. Ben, c'est vraiment ça. Et passez-moi l'expression, elle est pas très jolie, mais elle est tellement vraie. Ouais, ça me fait bander. Tous ces mots, voilà, qui nous apportent, voilà, et qui sont importants et qui pour moi permet donc on est tous différents et ces différences, elle doit être une force. Et on ne doit pas avoir peur de la différence. Voilà. Et alors c'est une transition parfaite. En parler, parce que du moment où on en parle, ça veut dire qu'on fait la différence. C'est dommage. Ça doit être une force. Et l'école, et je me répète, si on marche, on fait un petit bout de chemin comme ça, avec les professeurs main dans la main, il ne devrait pas y avoir de problème. On ne devrait pas s'interposer. Je vais donner une petite anecdote très rapidement comme ça qui me vient. J'avais mon garçon en seconde qui était en CM2 et un professeur donc qui leur a dit faire planter des graines de légumes et une fois les légumes poussés, il les avait goûtés. Et moi, je me souviens des parents qui étaient très en colère parce que ce professeur en CM2 n'avait pas fini le programme, qu'allait-il devenir d'eux en sixième, etc. Et je leur ai dit, mais c'est le programme de la vie, c'est affectueux, donc avec ça, vous allez tout gagner. Elle leur fait mettre des graines, c'est une curiosité, c'est prendre le temps au temps, et ça n'a pas de prix. Enfin, moi, en sixième, il n'a pas eu de problème. Même si le programme n'était pas terminé, soit vivant. Voilà. Merci, Elisabeth. Jean-Michel, j'aimerais quand même revenir sur un point essentiel que vous avez développé parce que c'est un point essentiel de cette discussion aussi. C'est la réussite de ce qu'on appelle la diversité.
On l'a dit tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne dessus. On a vraiment l'impression qu'on a régressé sur le sujet. J'ai l'impression effectivement que mes camarades issus de l'immigration s'en sont mieux sortis que cette nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent? Vous êtes un témoin de cette école depuis des décennies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, je pense que les conditions d'enseignement se sont dégradées de manière assez considérable. La mixité sociale a pratiquement disparu dans les écoles de Faubourg et tout cela, évidemment, alourdit considérablement la charge sur le monde de l'école. Et je pense que ce sont des freins aujourd'hui. Ça devient des freins qui ne sont pas perçus, qui ne sont pas analysés comme tels par ceux qui, normalement, pilotent le système éducatif. Et puis, il y a d'autres aussi, je pense qu'il y a d'autres dimensions qui sont intervenues, c'est-à-dire que l'école aujourd'hui doit suivre des protocoles extrêmement complexes qui limitent considérablement l'initiative humaine. Le relationnel, on n'a pas parlé de la question de l'amour, mais la question de l'amour des élèves, la relation avec les élèves, lorsque Louis Germain évoque son travail avec Camus et que Camus fait l'éloge de Louis Germain, Camus dit sans cette main affectueuse, rien de cela ne serait arrivé. Or aujourd'hui, quand les élèves sont accueillis dans les écoles, on demande aux enseignants d'être devant un écran d'ordinateur et de faire la liste des présents et des absents. Ils sont accueillis comme ça, les élèves. Et dans les collèges, parce que moi j'interviens en fait bénévolement dans les collèges et les lycées, je vois comment ça se passe. Il y a une dimension relationnelle qui est gommée de plus en plus au profit de protocoles, y compris des protocoles d'évaluation qui sont très complexes, que les enseignants doivent mettre en œuvre. Moi, j'ai une fille qui est professeure d'éducation physique et sportive. Elle me dit que je consacre 60% de mon temps à de l'administratif et 40% à de la pédagogie d'éducation physique. Les choses se sont inversées pour un certain nombre d'enseignants et je pense que ça, c'est une source de problème. C'est-à-dire la dimension relationnelle qui portait à chaque fois Peggy, quand il parle de Théophile Naudier, il dit vraiment que c'était son père. Il y avait quelque chose de paternel dans cette attitude. Bachelard a une révérence à l'égard il admire Arthur Bureau. Et je pense que tout à l'heure, d'ailleurs, ça a été évoqué, l'admiration qu'on peut avoir pour des professeurs. Camus était un rebelle, il se mettait au fond de la classe et Jean Grenier a repéré, son professeur de philosophie, a repéré ce rebelle et il lui a demandé de venir au premier rang pour avoir une relation privilégiée et particulière avec lui. Il est même allé chez lui lorsqu'il a été atteint de la tuberculose à 17 ans. Donc, cette dimension relationnelle, elle a été gommée. Et en plus, comme la formation des enseignants a été réduite de manière considérable, eh bien, l'aspect humain, je pense que l'aspect humain, qui est encore évidemment porté par des enseignants volontaires, de l'être. a régressé. Mona, justement, qu'est-ce que vous faites, vous, pour contrer cette situation? Je suis d'accord avec lui, mais il y a une exception, et tant mieux, je dirais, quelque part, parce que la littérature, justement, permet cela. Elle est de nature à construire un relationnel. Moi, mes élèves se mettent encore en rang, individuellement. Je me tiens devant eux. Chacune et chacun doit nécessairement me regarder dans les yeux, me dire bonjour, parfois me demander comment je vais. Et oui, ça existe. Des fois, ils nous disent « Vous allez bien, madame ?» Et après cela, non, l'écran, non. Après, il faut savoir aussi jongler parce que quand on fait l'appel derrière un ordinateur, on est aussi capable, enfin, les femmes peuvent faire mille et une choses à la fois. C'est connu, on peut lever la tête et regarder en face la personne qui nous dit là, non, c'est présent qu'on dit. Et puis à partir de là, ils savent que vous les regardez. Le relationnel n'a pas complètement disparu, tant mieux. Moi, j'aimerais dire que je ne suis pas devenue professeure par hasard. C'est grâce à un professeur qui est parti aujourd'hui, qui un jour m'a mis sur une copie, je m'en souviendrai toute ma vie,
J'étais en première année de lettres et c'était un commentaire composé d'un texte d'Ulysse dans la vallée de Balzac qui n'était pas très poétique. Et je pars sur un commentaire de texte, je sais plus, 25 pages, et il m'a mis 9 sur 20. C'était la première fois que j'avais une note aussi basse de ma vie. Et il a par contre mis une remarque, j'ai encore la copie quelque part, sur laquelle il précise: vous devriez vous mettre à l'écriture, votre style poétique dessert le commentaire de texte, mais servirait à un roman ou à des recueils poétiques. Et c'est là que tout s'est joué. C'est lui qui m'a, s'appelait Jean. Visionnaire. C'est lui qui m'a boosté. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai publié ma première œuvre, entre guillemets, puisque j'ai travaillé sous sa direction à un groupement de textes sur les fables de La Fontaine avec des analyses, et c'était lui le moteur, en fait. Merci, Jean. Voilà. Vali, vous mêlez la plume et votre amour de la gastronomie. Alors moi, j'ai une question pour vous, Vali. Et pourquoi on n'apprendrait pas la cuisine aussi à l'école? Pourquoi l'école serait toujours finalement, enseignerait finalement toujours des matières qui nous semblent nobles, alors que enfin, nous, à notre époque, ceux qui ont plus de 50 ans, on a appris la couture, on a appris des choses comme ça. Oui, je me souviens qu'on avait des cours. Des cours de travaux manuels, des choses comme ça. Vali, est-ce que vous ne voulez pas militer pour faire rentrer la gastronomie et le bon goût à l'école? Si, c'est une excellente idée. Et je crois même qu'on pourrait même faire rentrer la littérature, les écrivains qui ont parlé de la gastronomie dans leurs livres, et la gastronomie et la cuisine. Et ce serait à la fois ludique, ça créerait justement ce lien dont vous avez parlé, qui existe de moins en moins et qui, moi, m'a marqué avec cette Madame Poule qui, en effet, est allée me chercher au fond de la classe et ne m'a pas mis devant. Elle était super sympa. Elle m'a quand même laissé au fond de la classe. Madame Poule, pour une fan de gastronomie, c'était... Oui, et en plus, si jamais elle nous regarde, ce que j'espère, je lui dis en tout cas merci d'avoir allumé la flamme. Et si Madame Poule veut qu'on travaille ensemble pour, en effet, donner la passion aux élèves de maintenant, ils en ont besoin. Il faut qu'on allume la flamme dans les élèves de maintenant parce qu'ils sont éteints en fait. Il faut trouver quelque chose pour allumer la flamme. Et c'est vrai que un cours de gastronomie avec des livres, avec de la parole, des échanges et de la chaleur humaine, je suis sûre que ce serait formidable. Bon, voilà. Ce serait un booster pour toutes les autres matières, y compris les maths et la physique. Parce que moi, je détestais les maths et la physique. Une année, j'ai eu un prof de physique extraordinaire et ça a changé ma vision sur la physique. Donc, je pense qu'avant tout, en fait, c'est l'humain qu'il faut remettre au centre. Peu importe la façon dont on le fait, peu importe de quel côté on est, du côté du bureau ou de l'autre côté, du côté des tables et des chaises et qui écoutent, je pense qu'avant tout, il faut essayer de recréer un contact humain d'une manière ou d'une autre. Moi, je dirais laisser les enseignants. On a été très très long, 1h30 d'émission. Je crois qu'on a battu tous les records, mais les discussions étaient passionnantes. On aurait pu continuer. Je vous ai interrompu, désolé tous, mais il fallait bien mettre un point final à cette discussion. Je rappelle que la plupart de vos livres sont sur la plateforme Rencontre des auteurs francophones, qu'ils sont distribués dans le monde entier, envoyés dans le monde entier. Et puis on peut aussi retrouver la plupart d'entre vous sur le blog ou lors d'émissions passées sur la chaîne YouTube, comme c'est le cas. Pour nos auditeurs, on a un livre collaboratif magnifique. C'est un livre sur Camus que je n'ai pas, mais qui est aussi splendide. Donc, n'hésitez pas à venir sur la plateforme ou sur Amazon. Alors, on a deux livres effectivement qui sont Le Petit Prince et Marguerite Yourcenar, et Camus est en cours d'écriture, Camus qui sortira en novembre, et 7 autres livres sortiront dans le prochain semestre 2024. Merci d'avoir été là, merci de votre temps, merci de votre patience. Merci Sandrine, à bientôt tout le monde. À bientôt pour une prochaine émission qui sera consacrée à l'écriture sur le sujet de la mer, vaste sujet également. Au revoir, merci à tous. À bientôt. Au revoir.